Bonjour et bienvenue à chacun sur ce nouveau GPS pour la famille. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Brigitte de Bodus. Brigitte, Bonjour. bonjour Brigitte. Tu es une maman et une grand-mère chevronnée et surtout, tu participes en tant qu'animatrice à l'IFFD France, qui est une association qui accompagne les couples dans l'éducation de leurs enfants. Voilà, Brigitte, tu es aussi l'auteur d'un livre, L'optimisme dans l'éducation. Peut-être tu pourras nous en parler, nous en dire deux mots éventuellement. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler du sujet suivant, dialoguer avec nos enfants, pas sans la vérité. Merci Brigitte pour ce topo. Ça me paraît en effet important dans la vie de famille d'avoir un socle solide de vérité entre les uns et les autres pour former une bonne équipe familiale. Et parfois, on peut se demander quelle vérité se cache sous les propos de mon enfant. Est-ce qu'il est vraiment sincère dans ce qu'il me raconte ou est-ce qu'il invente? Quand il rentre de l'école, quelle vérité se cache dans ses propos? Comment savoir ce qu'il a vraiment en tête? On n'a pas été avec lui sur les terrains de jeu, sur les terrains du travail, et on aimerait bien pouvoir tout savoir. Mais en tant que parent, a-t-on droit à la vérité? Est-ce qu'on peut éduquer chez eux une certaine liberté de conscience, mais en même temps, les aider à dire ce qui est vraiment important? Voilà un petit peu les questions que nous allons aborder pendant ce court moment, au moins donner quelques pistes pour nous encourager les uns les autres. Donc, quand mon enfant rentre de l'école, il n'est pas bien vieux, il a dans la main ou dans la poche une petite moto rouge à friction. Elle est super, ma moto. Ah oui, Fabien, elle est super, mais qui te l'a donnée? Ah, monsieur Mathieu, c'est mon grand copain. Ah, tu es sûr que c'est Mathieu te l'a donné ou prêté? Oh, prêté, prêté. Et je vois à l'embarras de mon enfant que peut-être ce n'est pas si clair que ça. Je peux glisser, passer sur un autre sujet. Je peux aussi approfondir. Et peut-être que si j'approfondis la conversation, cela m'intéresse. Cela m'intéresse de savoir si vraiment mon enfant a eu un prêt de son bon ami ou bien s'il l'a pris et rapidement mis dans sa poche parce que vraiment ça lui plaisait trop. Et du coup, est-ce que vraiment il a imaginé que Mathieu allait lui donner la moto ou est-ce que c'est la réalité? Selon ses réponses, je vais voir avec lui la différence entre ce qu'il imagine et ce qui s'est vraiment passé. Et ça, c'est déjà une approche de ce qu'est la sincérité. Parce que la sincérité, c'est une qualité pour que celui qui s'exprime sans déguiser sa pensée. C'est un mouvement de l'intérieur de l'individu vers l'extérieur. Les enfants savent très bien qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes des connaissances, des choses qui se passent, des idées qui leur passent par la tête que nous ne connaissons pas. Quand Pinocchio voit son nez s'allonger, il réalise que ce qu'il a raconté à Geppetto transforme son visage et allonge son nez parce que ce n'est pas la vérité. Et ce conte qui est merveilleux, permet d'approcher justement ce mystère de la personne, de l'intériorité de la personne, euh, nous pouvons l'utiliser pour aider l'enfant à comprendre qu'il y a en lui-même euh, des choix à faire. Il y a dans son fort interne, dans sa conscience, la capacité de dire ou de ne pas dire ce qu'il a fait. Et cette capacité va le faire grandir ou pas. Dans Pinocchio, dans l'histoire de Pinocchio, vous avez aussi ce petit animal de Jiminy Cricket qui, au début, est un grand ami pour Pinocchio et qui lui donne de bons conseils. Et quand Pinocchio va arrêter de l'écouter, eh bien, ça va se passer très mal pour Pinocchio. Donc, cette approche de l'intériorité, elle est importante à faire découvrir à nos enfants, très jeunes, déjà vers 4-5 ans, et ils peuvent à ce moment-là voir la différence entre ces actes qu'ils posent et dont ils peuvent nous parler, et puis quelquefois, par une bonne intention aussi, pour pas nous faire du pan, ils vont cacher une partie de la réalité parce que ça les arrange, parce qu'ils n'ont pas envie de faire de vagues, parce qu'ils n'ont pas envie de nous énerver, et qui pensent que c'est préférable de ne pas
tout dire ou de dire les choses un petit peu comme ils ont envie qu'elles se soient passées plutôt que comme la réalité. Donc, ils sont sincères, mais en même temps, ça n'est pas la vraie vérité. Ma moto, est-ce qu'elle correspond vraiment à la moto qui est à moi, ma moto, ou est-ce que c'est encore la moto de Mathieu? Donc, cette première approche de la sincérité suppose que nous expliquions la différence entre le désir et la réalité. Dans nos désirs, il y a des bonnes choses, mais est-ce que ces choses sont nécessaires, vraies ou fausses? Si je trouve un objet cassé par terre, je peux me demander qui l'a fait, mais voilà que je trouve cet objet non seulement cassé, mais caché, bien caché sous un énorme coussin. Et finalement, je m'inquiète de savoir pourquoi il a été caché. C'était peut-être pour ne pas faire de peine à bonne maman, mais c'est peut-être aussi pour éviter une punition. Donc, quand on trouve ce genre de petit épisode, il faut savoir se comporter avec une certaine indulgence. La sincérité va être de manifester à la personne voulue au bon moment ce qui est convenable, ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti, mais aussi de comprendre que l'autre a besoin d'une certaine vérité. Si dans cette vignette avec le petit Nicolas et son papa, on voit le petit Nicolas qui raconte ce qui s'est passé avec son vélo et comment il s'est fait mal, le papa, lui, il est à la hauteur de l'enfant, il le regarde avec affection. Et c'est ainsi qu'il va avoir la vraie confidence de son petit bonhomme et pouvoir mieux le consoler. Il faut un rapport d'affection pour avoir le vrai du vrai de ce qui s'est passé. Et c'est important de profiter d'une expérience de conscience positive, d'une expérience d'un aveu pour former le goût de la vérité chez nos enfants, plutôt que la peur de la sanction. Donc, dans cette vérité, on a un obstacle avec l'usage des écrans. Si vous voyez un petit bonhomme capté par l'écran, peut-être même qu'il s'est mis devant l'ordinateur sans permission. Et voilà que il est complètement captivé par une réalité qui lui paraît plus vraie que la vérité, que la réalité qui l'entoure. Et du coup, cette réalité virtuelle nous joue des tours. Ça n'est pas la même chose que le concret, que la vie concrète, ordinaire. C'est fascinant. Et pourtant, c'est dans la vie concrète que nous allons aider nos enfants à grandir et non pas dans un univers inventé. Si l'enfant raconte sa bêtise, s'il avoue qu'il s'est mis devant l'ordinateur comme ça, mais qu'en fait, il n'a pas voulu abîmer le travail de maman qui était en route, on va profiter encore une fois de cet échange pour donner des bases de la construction du dialogue, un vrai dialogue sincère et vrai. Chantal Delsol, dans un essai assez passionnant sur l'enfant qui est présenté comme un personnage d'aventure, précise que le soin de l'âme sera de donner des repères de bien et de mal pour déployer la conscience personnelle et lui permettre de se donner à elle-même des limites et de les respecter. Elle décrit l'enfant comme vivant dans une sorte de chaos, de bouillonnement de sentiments, d'imagination et de pulsions dans tous les sens. Et si les parents n'aident pas à organiser ce chaos, eh bien, le personnage d'aventure ne peut pas se lancer dans l'aventure. Donc, c'est une aide que nous devons leur apprendre. Cet apprentissage de la sincérité est très important, alors que dans notre époque, on survalorise les sentiments. Et même si c'est une exigence pour nous de poursuivre le dialogue, de prendre le temps pour ça, je pense que c'est un service à rendre à notre enfant. En grandissant, l'enfant va affronter un autre type de vérité, la loyauté. Qu'est-ce que c'est que la loyauté? Eh bien, c'est la volonté d'être vrai. C'est beaucoup plus durable. Ce n'est pas la sincérité de l'instant, avec ces émotions qui sont rapides, qui sont fugaces dans notre cœur, vrai une minute, mais pas forcément vrai la deuxième minute. La loyauté, c'est vraiment la volonté d'être constant.
Et du coup, à 8-10 ans, ils cherchent, les enfants, ils cherchent à regarder de l'autre côté de la montagne, qu'est-ce qui peut bien se passer. Et pour nous, c'est l'occasion d'exiger aussi de leur part une loyauté par rapport à cette recherche. Vis-à-vis de l'amitié, par exemple, elle va pouvoir s'exercer parce que il y aura aussi l'exigence de répondre à la demande de l'autre. Et c'est comme ça qu'on aura besoin du secours de la volonté pour rester vrai, pour rester engagé. Il y a un film que tout le monde connaît, dans Le Seigneur des Anneaux, où nous voyons le Gollum qui a une discussion avec lui-même. À un moment, son visage se déforme et il est tenté, pour posséder l'anneau, de trahir Frodon. Et juste ensuite, son visage redevient doux, dit mais Frodon, c'est mon ami, je ne peux pas le trahir. Puis il redevient grimaçant et finalement, il va tout faire pour trahir. Frodon, lui, a l'héroïsme de la pureté, du jusqu'au bout. Et finalement, c'est ce héros-là que nos enfants apprécient et admirent. Donc, sachons aussi leur montrer des choses belles, admirables, qui peuvent leur donner l'élan de la vérité. Pour un exemple très concret, si votre enfant est sportif, il peut, je prends voilà, une petite fille, une jeune fille, Juliette, qui va au club de tennis, souvent avec une de ses amies. Et puis, pour la compétition, elle souhaite vraiment faire cette compétition à la place de son amie. Et du coup, elle raconte que son amie ne viendra pas. En fait, son amie a seulement dit qu'elle serait peut-être un petit peu en retard. Mais si elle dit qu'elle ne viendra pas, elle va pouvoir jouer le match et gagner. Donc, avec une petite semi-vérité, elle va gagner le match. Seulement, ce qui est intéressant après cette anecdote, c'est de savoir à quel point elle a gagné. Parce qu'au fond, n'a-t-elle pas abîmé son amitié avec Juliette? N'a-t-elle pas abîmé sa propre victoire? Ne s'est-elle pas abîmée à ses propres yeux en trichant pour gagner? Et bien souvent dans les sports, on va pouvoir confronter l'enfant à cette réalité-là. Un succès en trichant, c'est en fait une défaite. Il y a une autre manière de gagner. Il y a une règle du jeu. Et c'est important de la respecter parce que si je triche, je fais du tort à l'autre, mais je fais aussi du tort à moi-même. Et je m'abîme à mes propres yeux. La loyauté permet en fait de construire un projet ensemble, une relation stable. La loyauté suppose une bonne estime de soi. Et cette estime de soi, vous savez qu'elle se construit avec le regard des parents sur l'enfant. Oui, il va falloir grimper les marches de la confiance et petit à petit, il va falloir aider notre enfant à grandir dans cette loyauté, à développer une virtuosité du vrai. Une expérience où marche après marche, on va réaffirmer qu'on préfère la vérité et se compliquer la vie pour les autres plutôt que de tricher. Et ainsi garder une attitude correcte et ainsi gagner la confiance dans des relations solides avec les uns et les autres. Du coup, c'est en félicitant notre enfant quand il donne des marques de confiance qu'on va pouvoir l'encourager à passer d'une étape à l'autre. Par exemple, ah mais dis donc, tu rentres en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai fait un détour pour rapporter des devoirs à un ami malade. Ah bah écoute, bravo, je te félicite. Ça, c'est vraiment un effort que tu as fait qui est amical et qui est super. Et c'est vraiment dans cet encouragement que l'enfant, petit à petit, va gagner en confiance. Si je donne une règle d'heure de sortie à Marion en lui disant OK, tu vas à l'anniversaire d'Élodie, mais tu rentres à 11 heures. Et puis Marion ne rentre pas à 11 heures. Je téléphone, elle n'est pas chez son amie. Elle rentre un petit peu plus tard. Et là, non seulement je suis triste parce que elle a elle est arrivée tard parce que je suis fatiguée, mais aussi je suis flouée dans mon amour de maman parce que elle ne m'a pas fait confiance, elle n'a pas respecté le deal, le contrat qu'on avait ensemble.
Et ça sera très important de marquer le coup, de lui expliquer que si elle veut sortir une nouvelle fois, il faudra respecter cette confiance. La confiance flouée, c'est comme une page déchirée. On peut la recoller avec un scotch, mais il y a une fêlure qui se voit toujours. Il faut vraiment que l'enfant comprenne à quel point cela fait des dégâts de trahir la confiance. Et pourtant, en tant que maman, je lui redonnerai confiance, je referai un deal avec elle, et c'est seulement en recommençant et en recommençant encore une fois que petit à petit, mon enfant va grandir. Il n'y a pas seulement là un dialogue de négociation en disant dis-moi ce qui te conviendra comme règle et puis nous la décidons ensemble. Il y a plus que cela. Il y a parfois des exigences parce que pour cet escalier de la confiance, il faut aussi une rampe d'escalier. Il faut vraiment de la sécurité. Euh, et le dialogue bienveillant ne suffira pas toujours. Il faudra avoir ce courage peut-être d'exiger aussi, de passer d'une étape à l'autre. Ce n'est pas toujours à la mode. Et actuellement, c'est vrai que cette éducation avec une exigence de loyauté et de vérité se heurte à une ambiance qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas cohérente avec ça. Il y a des pièges actuellement. Par exemple, le piège que les enfants sentent très bien, puisqu'eux-mêmes sont très sensibles, qui est le piège des limites du ressenti. Tout ce qui est sensible prime sur ce qui est réel. À partir du moment où vous dites ah oui, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, on accepte ce que vous dites. Mais quelquefois, il faut faire comprendre à nos enfants que l'émotion, elle est spontanée, elle n'est pas, elle n'est peut-être pas immédiatement contrôlable, mais elle n'est pas forcément ajustée à quelque chose de réel. Je peux avoir une susceptibilité qui me met en colère contre un ami, mais est-ce que le mot que j'ai mal pris est vraiment la réalité de quelque chose de désagréable que cet enfant, que ce camarade voulait me lancer à la figure? Pas forcément. Bon, est-ce que cela s'est vraiment passé comme ça dans la réalité? Donc, apprenons ces limites du ressenti en essayant d'analyser la réalité des faits de ce qui s'est passé. Autre piège actuel, il y a le relativisme qui se faufile partout. L'aphorisme est de dire à chacun sa vérité. Déjà, si l'on pense qu'on n'est pas d'accord pour dire à chacun sa vérité, l'aphorisme tombe, il n'est pas très solide cet aphorisme. Mais en plus, si on met toujours tout en doute et en faisant de chaque affirmation quelque chose d'hyper provisoire ou d'hyper fluctuant, eh bien, on coupe les ailes à toute initiative. On ne peut pas s'engager dans un grand projet si la vérité de ce projet est contestée immédiatement par quelqu'un d'autre hein, qui pense, bon, ça c'est ton truc, mais moi ça m'intéresse pas et qu'il n'y a pas une cohésion, si vous voulez, autour de la réalité du projet. Donc, c'est très dangereux de limiter l'approche de la réalité à cet aphorisme, à chacun sa vérité. C'est quelque chose qui va réduire, au contraire, la vérité au prisme de l'individu, alors qu'il y a des choses qui sont plus grandes et plus belles, hein, comme la nature qui nous entoure, comme les besoins de se lancer dans des grandes aventures. Et je crois que là, en tant que parents, nous avons encore une fois, pour nos enfants adolescents, des encouragements à donner en montrant qu'il peut y avoir de l'enthousiasme à se lancer dans des projets et ne pas se limiter, euh, même si nous ne détenons pas la vérité, nous pouvons marcher ensemble vers la vérité et dire que la vérité existe quelque part. Ainsi, quand les adolescents grandissent, ils se confrontent au réel, ils peuvent en discuter à la maison et l'important est de montrer les conséquences des actes posés.
Si un enfant a pris le vélo de son grand frère et qu'il l'a abîmé, s'il a pris de l'argent dans le sac de maman, s'il a pris un ordinateur et qu'il pianote ou un téléphone portable et qu'il pianote sur le téléphone portable, on va pas seulement être gentil. Cessez d'être gentil, soyez vrai, nous dit Thomas d'Assembourg. On va aussi décrypter ce qui s'est passé et ce qui pour que l'enfant lui-même, l'adolescent lui-même, apprenne à se connaître et en se connaissant lui-même, sache mieux l'importance des conséquences des actes qu'il a posés. Donc, je parlais du portable. C'est sûr que si mon enfant m'a chippé mon téléphone portable, je vais être très ennuyée. Je peux c'est pas là. Donc, mon rôle de parent va être d'accompagner cette maturité de l'enfant qui, petit à petit, va mieux comprendre que c'est dans l'exigence qu'il peut gagner avec une conscience claire euh, dans la qualité des actes posés. Et la vérité des actes, ce n'est pas un enfermement, ce n'est pas une condamnation pour dire tu fais mal, tu es menteur. Non, ça c'est de la condamnation. Mais l'accompagnement que je propose, c'est une liberté, c'est grandir en sachant où on met les pas. Et c'est ça qui permettra de prendre peu à peu des responsabilités. Donc ici, nous voyons une maman qui a un geste affectueux pour poser des questions. Tu m'expliques, tu m'as pris mon portable. Qu'est-ce que tu voulais faire exactement? L'enfant peut être hésitant, il peut même être confus, peut-être même que c'était tout à fait interdit de communiquer à ce moment-là au lieu de faire ses devoirs, par exemple. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait le temps d'expliquer pourquoi il l'a fait. Et puis que le dialogue permette ensuite de redémarrer une relation confiante. Alors, bien sûr, on ne va jamais tout savoir et tout connaître de nos enfants. Ils ont aussi une personnalité qui nous échappe, hein, surtout quand ils grandissent. Et on ne peut pas exiger qu'ils nous disent tout, mais on peut leur montrer cette disponibilité. Il y a un mystère dans chaque personne et nous avons à respecter cette liberté, à ne pas jouer les copains-copains avec nos enfants, mais à construire une amitié et un respect avec eux. Et pour cela, nous allons parler à son cœur, mais aussi à son sens de la justice. Est-ce que c'est bien pour ton camarade d'avoir pris ça ou ça? Est-ce que on va parler aussi à son intelligence? Tu vois les conséquences sur le travail de maman si tu as perturbé dans l'ordinateur son dossier. On va parler à sa volonté. Bon, peut-être que voilà, tu peux aussi décider et faire ce que tu as décidé. Et c'est ainsi que on va apprendre à notre enfant à être davantage lui-même, à déployer toute sa personnalité. J'aime beaucoup une petite phrase, par exemple, qu'on peut dire à l'adolescent, euh, écoute, je t'aime beaucoup, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ne joue pas à être autrement, ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Je t'aime comme tu es. Il y aura des bugs, il y aura des moments où c'est difficile de passer par-dessus un gros mensonge, une tricherie, euh, un horaire qui n'est pas respecté et qui nous a fait une nuit blanche. Et pour cela, il faudra en famille s'exercer au pardon, c'est-à-dire redonner non seulement la confiance, mais la chance de construire une vraie relation. Et ce pardon est absolument nécessaire pour rendre aimable la vérité.
Si les enfants ont peur de toujours déplaire, eh bien, ils vont cacher. Et ça sera nuisible pour cette construction de la vérité. Le pardon est absolument indispensable et inconditionnel en famille. C'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné par tel ou tel comportement. Il faut toujours que le pardon dépasse les agissements des enfants. Voilà. Et cette réconciliation, elle n'est pas unilatérale. Peut-être que nous aussi, parfois, on peut demander pardon à nos enfants si on a mal compris, si on a mal agi. Et ça sera tout bénéfice pour construire une relation vraiment d'affection avec nos enfants. Même l'expérience douloureuse peut servir à un nouveau départ. Et c'est ainsi qu'on apprendra à nos enfants à vivre debout. Donc, le mensonge est vraiment une communication ratée. Seule la communication dans l'amour, on arrive à la fin de notre présentation, seule la communication dans l'amour va permettre de construire une relation qui soit basée sur la vérité et dans laquelle nous serons vraiment les amis de nos enfants. Donc, pour nous aider, voilà quelques repères bibliographiques. Je vous ai cité tout à l'heure Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Insembourg, qui permet vraiment de réfléchir à notre façon d'engager les relations sans chantage affectif. Et puis sur la relation, il y a aussi le très efficace livre de Faber et Malèche, Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent. Oui, ça suppose une attitude d'ouverture de notre part. Et ce qui est sympathique dans ce livre, c'est qu'il y a des expressions qu'on a l'habitude d'employer et qui sont démontrées comme négatives. Et puis en face, ce que l'on aurait pu dire pour donner une chance à notre enfant. Et puis plus de réflexion avec Chantal Delsol et Xavier Lacroix. Voilà, à vous de jouer maintenant. Merci beaucoup Brigitte. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker et à partager à vos amis, bien sûr. Et on se retrouvera bientôt pour un autre GPS. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Brigitte et à très bientôt sur le GPS pour la famille. Au À revoir. bientôt. Au revoir.